Oui, bonsoir, bonsoir tout le monde. Je vous salue donc, pour cette avant-dernière séance de notre cycle de séminaires Patrimoine spolié pendant la période du nazisme, recherche de provenance à l'échelle internationale. Donc il y aura une dernière séance cette année le 19 décembre et après le séminaire reprendra à partir de janvier, mais avec une thématique légèrement changée, avec aussi un agrandissement du comité scientifique. Ça, je me permets déjà de vous l'annoncer, parce que la préparation du séminaire en 2020, ce serait en coopération notamment avec David Zivi, donc, qui est le directeur de la nouvelle mission de recherche de provenance au sein du ministère de la Culture. Donc c'est une coopération. Et bon, je vous laisse la surprise. J'espère pouvoir vous annoncer le nouveau programme 2020 à partir de la prochaine séance. Donc pour ce soir, je suis très contente, très heureuse d'accueillir, de recevoir Nathalie Neumann, qui est en fait chercheuse de provenance depuis plusieurs années maintenant. Elle est titulaire d'une maîtrise en histoire de l'art, histoire et littérature française de l'Université libre de Berlin. Elle est franco-allemande, donc on a la grande chance aussi qu'elle va nous parler parfaitement en français ce soir. Elle vit à Berlin, elle a vécu à Paris, elle a vécu à Boston, au Japon, donc c'est toute une vie et carrière très internationale. En regardant son CV de près, moi-même, j'ai pu comprendre qu'elle avait deux axes dans ses travaux qui sont vraiment importants. C'est à la fois la recherche sur la photographie documentaire et aussi une spécialisation sur l'art asiatique. Elle a notamment étudié les arts asiatiques à Boston et elle a vécu 3 ans au Japon. Voilà. Ça, je ne sais pas exactement, depuis 6-7 ans, combien de temps tu travailles sur la recherche de provenance? J'ai commencé en 2013. 2013, voilà, donc ça fait déjà environ de la photo documentaire Gisèle Freund à la collection de son père. Oui, tout à fait, ce que j'allais dire. Donc en fait, c'est en travaillant donc, sur la collection d'art de Julius Freund, le père de la grande photographe Gisèle Freund. Elle a croisé, elle s'est confrontée à la problématique donc, qui nous intéresse tous. Elle a organisé des expos et a donné des conférences sur les photographes Willy Ronis, sur Gisèle Freund et sur Laure Kruger, notamment dans le cadre de l'exposition que vous avez peut-être vue en 2016 au Musée d'art et d'histoire du judaïsme à Paris. Elle était membre pendant environ 2 ans, 2016-2017, du groupe Recherche de provenance Gurlitt. Donc pendant ces années-là, enfin cette période-là, elle a notamment enquêté sur la provenance des œuvres d'art asiatiques qui se sont donc trouvées dans la collection du marchand d'art allemand. Et en 2018-19, elle a donné des cours aussi à l'Université technique de Berlin sur la méthodologie de la recherche de provenance dans le cadre d'un séminaire du département d'histoire de l'art, donc de cette faculté à Berlin. Et depuis 2 ans, donc ce qui nous intéresse principalement ce soir, elle travaille sur la provenance d'une collection que je dirais on pourrait presque appeler MNR de l'État fédéral d'Allemagne. Donc il s'agit, je pensais 3000, mais en fait tu me dis c'est plutôt 20 000 œuvres qui sont restées après les recollements du Collecting Point Munich et des différents Collecting Points, donc au sein de l'administration du gouvernement fédéral allemand. Et alors ce qui est très spécifique, et ça c'est pas toujours évident à comprendre du point de vue français, c'est en fait la façon comment est gérée la politique culturelle en Allemagne, puisque c'est, comme vous le savez, un État fédéral. Donc Nathalie va nous expliquer ce soir comment sont gérées donc ces collections qui se trouvent donc au sein de l'administration de l'Office d'administration fédérale à Berlin, mais elle nous expliquera justement la spécificité de la politique culturelle allemande qui repartit donc la responsabilité sur le domaine culturel entre le niveau national et celui des Länder. Donc c'est souvent un peu plus complexe. Il n'y a pas un endroit national qui regroupe tous ces éléments. Beaucoup des questions de la politique culturelle dépendent en fait de la gestion des Länder. Donc elle nous présentera certainement ses résultats, aussi de cas d'études, de restitution, et surtout les bases de données allemandes avec lesquelles elle travaille
et voilà, pour qu'on les connaisse mieux et qu'on puisse travailler également, nous, avec ces bases. Voilà, merci beaucoup et bienvenue Nathalie. Merci beaucoup, merci Inès pour cette invitation. Bonjour mesdames et messieurs, merci beaucoup d'être venus ce soir. Et je ne vous cache pas que je suis très très touchée de parler au sein même de l'INHA, à la Galerie Vivienne, que j'ai connue étudiante, sans rénovation. Alors ça c'est sans rénovation concernant la Galerie Vivienne. Il y a quelques années, quand la Société française de la photographie occupait une pièce vétuste tout au fond de la galerie, et quand les départements d'histoire de l'art dispersés à Paris me forçaient d'être étudiante nomade pour capter un maximum de cours universitaires fascinants. Je suis donc très honorée de vous parler dans ce lieu et au séminaire Patrimoine spolié pendant la période du nazisme, recherche de provenance à l'échelle internationale de mes expériences de chercheuse dans le domaine de la provenance en Allemagne. Et là, il faut que je fasse une prononciation particulière. Donc, ayant terminé mon CDD et mon travail pour la collection d'art d'Allemagne, donc au niveau fédéral, national, hier, je vous parlerai aujourd'hui en tant que chercheuse indépendante, techniquement au chômage, de mes 3 expériences distinctes de chercheuse de provenance, toutes en vous signalant les archives, les bases de données incontournables en Allemagne et quelques résultats. Mes connaissances se basent donc aujourd'hui sur une triple expérience, chercheuse indépendante et non rémunérée, mais ça, ce n'est pas un conseil pour les étudiants d'aujourd'hui. Par contre, il y a certains avantages quand on est non rémunéré. Ma deuxième expérience, c'est chercheuse pour le projet Gurlitt qui était ancré et qui l'est toujours en fait, depuis 2016 au DZK. Et je m'excuse, ça va être aussi un cours linguistique ce soir un peu, je vais prononcer des choses imprononçables. Donc le DZK, Centre allemand des œuvres d'art culturel disparues. Et DZK, comme il est basé à Magdebourg, tout le monde parle de Magdebourg en pensant que c'est compréhensible, mais c'est le DZK. Et ma troisième expérience, c'est donc celle de travail en tant que... Alors, j'étais employée en tant que chercheuse. Je vais vous parler tout à l'heure ce qui est compris par une administration allemande de la recherche, donc chercheuse au niveau national pour la collection d'art et la soi-disant Kunstverwaltung des Bundes. Et comme j'aime bien vous communiquer des choses toutes nouvelles, je vais bien sûr vous parler aussi du fait que cette collection d'art a migré 3 fois en 3 ans, et la 3e migration date de cet été, où la tutelle, la gestion de la collection d'art est passée du ministère de l'Intérieur, et donc ça c'est quand même intéressant, du ministère de l'Intérieur, à la ministre de la Culture, qui en fait en Allemagne n'est pas vraiment une ministre de la Culture, mais je vais vous présenter un peu cette image entre le fédéral, les Länder, et le côté plus national, ce soir. Donc, je pars un peu de l'historique sur les dernières 20 ans, l'implication juridique, politique et historique sur ces 2 niveaux, en balançant toujours un peu du côté, soi-disant, culturel, qui est donc géré par un ministère qui n'est pas vraiment un ministère et qui regarde beaucoup plus sur les collections dans les Länder, dont il y en a, si je ne me trompe pas, 16, tandis qu'il y a aussi les collections nationales qui sont beaucoup plus discrets dans leur présentation publique. L'Allemagne, par contre, l'État fédéral, était quand même, pour la totalité de ces 2 groupes, signataire des principes de Washington en 1998. Et elle s'est engagée dans la recherche de provenance sur les objets culturels principalement conservés dans des institutions publiques. Donc ça, c'est l'autre distinction entre le public et le privé. Ça, c'est pareil pour la France et puis les autres 44 pays signataires de cette grande convention qui, en fait, juridiquement, n'est pas binding. Ça, c'est de l'anglais. Donc, en français, on dit... comment on dit, Thierry contraignant, voilà. Je vois, vous me suivez. Alors, je vais donner un petit aperçu
juste pour rappeler des principes de Washington, donc cette convention qui donne des pistes. Et avant tout, je souhaite aussi rappeler que sans définir le mot recherche, je m'inscris ici en détail, je m'inscris ici dans la définition telle qu'elle est faite par le CNRS, et en Allemagne, la structure correspondante s'appelle Deutsche Forschungsgesellschaft, dans l'objectivité, la transparence et l'honnêteté soient des aspects fondamentaux. Voilà. En ce qui concerne donc l'application des principes de Washington en Allemagne, dans le domaine l'académique, je vais laisser passer parce que ça va être au sein d'une conférence qui aura lieu la semaine prochaine, organisée par l'Association des chercheurs de provenance. Les structures privées, je ne vais pas en parler non plus, mais on va surtout parler ce soir sur les institutions publiques. Et donc, il y a deux groupes en ce qui concerne la promotion de recherche dans les institutions publiques. Il y a donc deux niveaux, c'est-à-dire le niveau de recherche globale et aussi le niveau de recherche approfondie. Mais revenons d'abord sur le début de cette recherche de provenance qui, bien sûr, n'est pas seulement partie du politique, donc les signataires de 1998, mais aussi de chercheurs qui, eux, ils se sont notamment déjà avant la chute du mur, mais beaucoup plus forcément après la chute du mur en Allemagne, réunis avec une première petite cellule en 1994. Il y a différentes comités et structures qui se sont implantées, des bureaux de coordination de la recherche de provenance dans certains Länder, donc la Bavière, la Hesse, et ces initiatives, voilà, d'un côté public, sont issues d'un engagement aussi au niveau de chercheurs. Et cette première petite cellule de 4 chercheuses a amené dans une quinzaine d'années à une structure qui aujourd'hui s'appelle l'Association Arbeitskreis Provenienzforschung, association de chercheurs de provenance. Il y a toutes sortes de statuts. Il y a des gens non rémunérés, les chercheurs en CDD, en CDI, qui travaillent sur les objets culturels divers, c'est-à-dire les livres, la monnaie, mais bien sûr aussi les œuvres d'art, les dessins, les sculptures, etc. On est aujourd'hui 300 membres dans cette association. Elle est internationale, même si le portail est plutôt en langue allemande. La grande conférence annuelle, annuelle aura lieu la semaine prochaine à Düsseldorf. Et pour la première fois, cette conférence, elle est ouverte et gratuite à toute personne qui n'est pas membre. Vous voyez le lien, il y a des informations et vous pouvez devenir membre dès que votre sujet de recherche porte sur la provenance des œuvres d'art. Voilà. Les principes de Washington, signés par 44 pays. J'en ai fait une abréviation de la liste parce qu'elle est très très longue. Le point qui m'intéresse aujourd'hui le plus, c'est le point numéro 5, c'est-à-dire identifier les propriétaires et les ayants droit à tout prix. Voilà, donc a priori, ce postulat a été signé et aussi par les institutions publiques en Allemagne. Donc je pense dans votre travail, soit en tant que chercheur intéressé ou bien étudiant, vous avez déjà étudié les principes de Washington, dont on a commémoré la signature des 20 ans l'année dernière avec une grande conférence à Berlin. Comme ça tombe tous les 10 ans, il y a d'autres conférences de commémoration, et puis même la ministre, elle en fait référence, notamment là, pour les 10 ans voilà, d'une part les 20 ans des principes de Washington, mais en même temps les 10 ans et les acquisitions, la réalisation de certains de ces postulats. Alors là,
je suis désolée, pour une présentation en histoire de l'art, c'est pas encore beaucoup d'images, reproductions d'art, mais ce que je veux vous présenter ici, que une fois signée la Convention de Washington, en Allemagne ont été établis 2 autres textes qui, cette fois-ci, sont binding. Donc, juridiquement, c'est une référence qui a également été signée sur un niveau national fédéral pour les Länder et aussi pour des structures d'institutions culturelles en Allemagne. Donc, a priori, toute collection d'art ou culturel public adhère à ces principes, notamment aussi la collection nationale. Donc, une fois cette déclaration au niveau national a été établie le 9 décembre, un an donc après Washington, en 1999, il y avait également en parallèle établissement d'un manuel pour l'application. Ce manuel se base également sur des conseils des chercheurs. Donc il y a 2 manuels qui circulent, notamment l'association des chercheurs. Ils ont fait un manuel pour aider entre chercheurs et puis le niveau politique s'en est également inspiré. Donc cette Handreichung ou manuel a été actualisé, vous voyez la date, en 2007. Voilà. Pour vous situer davantage, je me suis dit une petite chronologie ne peut pas faire de mal, afin de comprendre pourquoi il y avait plus d'activisme du côté ministère de la Culture par rapport à d'autres structures. Donc, en 1994, vous voyez qu'il y avait création d'un service de coordination dans les pays du nord de l'Allemagne, c'est-à-dire à Berlin, Brandenburg, Brême, Hambourg. Donc, c'est le nord, c'est-à-dire le nord voilà, non, le Rhin, c'est même pas une frontière, non. Mais vous voyez la liste de ces Länder. Alors, il manque les autres grands, c'est-à-dire le Baden-Württemberg, la Bavière et la Hesse, qui, par exemple, a son propre service de coordination de la recherche sur la provenance des œuvres d'art. Ensuite, commence un développement de centralisation de ces activités délocalisées. Donc, notamment en 1998, avec l'installation du bureau de coordination centrale à Magdebourg. Donc, c'est le précurseur pour le DZK qui, lui, est fondé seulement 18 ans après. En 2000, ça, c'est le lancement de la base de données Lost Art. Lost Art, je vais vous la présenter un peu plus tard, est le pivot central de tout travail, recherche, signalement d'objets pour la recherche de provenance en Allemagne. Et on va la voir dans un petit moment. Et ensuite, une autre structure importante, en 2003, c'est la commission consultative qui est également, c'est un organe de contrôle pour la recherche de provenance. Pendant longtemps, alors jusqu'à l'année dernière, il fallait que les 2 parties qui ont un conflit concernant la réclamation d'une œuvre d'art, donc soit le musée et une famille qui a pu prouver la propriété d'une œuvre d'art avant 1933 et qu'il y a une dispute, un conflit, un procès, pouvaient faire appel. Donc jusqu'à l'année dernière, c'était les 2 parties qui devaient convoquer ensemble la commission Limbach, nommée d'après la présidente, pour trancher la question. Madame Grütters, suite aux 20 ans des principes de Washington, a fait changer de la manière que aujourd'hui, ça suffit qu'il y a une partie qui fait appel à la commission qui, elle, se constitue de personnalités du culturel et du droit, mais aussi de l'histoire de l'art, qui vont examiner les dossiers pour donner leur conseil par rapport à la restitution.
Et on va voir un peu plus tard à quel point cela change beaucoup de cas qui sont en suspens, même des cas d'objets qui se trouvent aujourd'hui dans la collection nationale. En 2008, ça aussi c'était un développement intéressant, a été fondé le Bureau de recherche de provenance auprès de l'Institut muséologique des musées nationaux de Berlin. Donc là, ça s'appelle musées nationaux, mais c'est que les musées de Berlin issus de l'héritage prussien. Ça ne veut pas dire que ce sont des musées nationaux dans le sens national comme en France. Ça concerne uniquement Berlin, mais cette fondation du bureau était quand même très avancée dans leur engagement parce qu'au même temps, il y avait le versement des archives des musées nationaux de Berlin qui ont été centralisées. Et là, c'est une très grande archive avec des documents très intéressants, puisque vous vous imaginez que les musées de Berlin communiquaient avant 1933 aussi avec d'autres musées dans le monde entier. Et cette documentation est très riche pour toutes sortes d'échanges, d'expertises, les photos concernant des expositions et aussi des propriétaires privés qui se sont adressés à ce fonds. Donc là, il est public. Ça paraît vous étonner parce qu'en France, il y a cet autre principe que les musées nationaux versent automatiquement leurs fonds d'archives aux archives nationales, mais ça, c'est pas géré de la même façon en Allemagne, parce que justement, la question culturelle dépend des Länder, c'est-à-dire les musées publics n'ont pas besoin de verser leurs archives dans le Bundesarchiv. On a donc une archive nationale, le Bundesarchiv, mais ils ne récupèrent pas les archives des musées. Donc c'est pour ça, faire des recherches en Allemagne, ça implique beaucoup de voyages. En 2010, Magdebourg reprend la première base de données Kulturgutschutz et en 2015 se voit la fondation du DZK. Et le DZK, il est très très fier aujourd'hui. Donc il dépend, c'est une fondation qui donc a a priori une structure un peu en dehors de la structure du ministère. Ils fêtent maintenant les 10 ans plus ou moins de leur fondation en publiant le premier gros bouquin, ici, Provenire. Il a été lancé et présenté au public là, lundi dernier, le 4 novembre, par la ministre et les auteurs, pour donner l'éventail de 10 ans de recherche, notamment de la promotion à la recherche décentralisée. Donc, c'est très intéressant comme événement. Voilà, donc en 2016, la tutelle pour le projet de recherche concernant le fonds Gurlitt. Si vous avez des questions, on peut en parler de Gurlitt après la présentation, mais moi je fais plutôt Eclipse là-dessus. Vous en avez parlé lors des conférences précédentes. Et voilà, donc DZK, depuis 2017, il se charge aussi des objets d'art au culturel, délocalisés, translocalisés en zone de la RDA, voire dans la petite phase après la fin de la Deuxième Guerre mondiale jusqu'à la création de la RDA. J'appelle ça zone russe pour faire rapide. Et nouvellement, depuis 2018, sujet un peu épineux, le DZK gère aussi le financement pour les projets sur les objets translocalisés d'autres contextes, notamment le contexte colonial. Donc, même si l'Allemagne n'a pas eu beaucoup de colonies, il y a beaucoup d'objets qui viennent d'anciennes colonies par le marché, vous savez que les sculptures du Bénin ont traversé, volé en Afrique, au Bénin, sont passées par le marché anglais. Donc, on a des très grandes collections qui viennent, quand je dis nous, c'est donc en Allemagne, qui vient d'autres pays et d'autres continents. Donc ça, c'est très récent que donc la recherche sur ces objets est également gérée par le DZK et notamment depuis cette année, il y a aussi un budget accordé à ces sujets. Voilà là.
c'est un clin d'œil au discours que vous trouvez sur le DZK. Tout ce que j'ai fait un copier-coller et une traduction. Donc, soumission du DZK, je vous rappelle, il a été créé en 2015, se trouve en tant que terme accrochant, et je vous ai laissé la version allemande aussi, les termes suivants, c'est-à-dire, premièrement, la documentation, la promotion donc des projets de recherche, et la Aufklärung. Alors, Aufklärung, en allemand, c'est le même terme que les Lumières du XVIIIe siècle. Et en petit, en sous-ligne de la mission, se trouvent les termes que je traduis ici. Donc, Völkerverständigung, par compréhension parmi les peuples, culture, Erinnerungskultur, culture de commémorer, et la transparence. Völkerverständigung, je vous rappelle que c'est quand même aussi un terme qui a été employé dans d'autres contextes. Voilà, donc ça c'est juste un clin d'œil sur le discours du DZK. J'essaye de ne pas être trop ironique parce que quand même c'est un sujet sérieux et puis un séminaire sérieux. Je vous présente les chiffres du bilan du DZK, tout récemment publié, après les 10 ans de promotion à la recherche, donc ça c'est la contribution de M. Uwe Hartmann, qui est un des grands chercheurs du DZK, qui a suivi tout ce développement en fait de la création des années après la chute du mur. Et il nous rappelle que donc il y avait promotion de dernièrement, dans les derniers 10 ans, 92 projets ponctuels. Ça s'appelle aussi le Erstcheck. Le Brandenburg était la région qui a développé cette méthode. C'est donc un petit groupe de chercheurs qui va dans un musée régional, même plusieurs musées, pour regarder quel est le volume à examiner et comment classer la priorité des objets. Ça, c'est un Erstcheck, donc un projet ponctuel qui très souvent est suivi par la recherche approfondie avant de traiter les objets dans vraiment un travail de recherche approfondi afin de trouver des propriétaires d'avant 1933 ou leurs ayants droit. Donc vous voyez donc les chiffres, 92 projets ponctuels et 206 projets à vocation durable. Cette vocation durable peut aussi consister dans la création de bases de données, de gestion d'archives, de rangement d'archives, etc. Donc ces projets-là à vocation durable sont aussi d'une très grande diversité. Là, je vous fais le bilan sur les projets financés et notamment les structures qui ont géré ces moyens. Donc, le schéma, je vous ai traduit en liste par quantité. Donc, c'est d'abord les musées, suivis par les administrations, ça c'est pas évident, les universités qui ont donc encadré des recherches individuelles par chercheur, les institutions autres, les bibliothèques peu, d'autres archives et les personnes privées très très peu. Ça c'est un dossier qui seulement depuis 2016 est inclus dans les missions du DZK, c'est-à-dire des personnes privées peuvent postuler pour l'aide à la recherche soit par exemple d'une collection d'art. Mais il y a un Haken, il y a quelque chose qui cloche, c'est-à-dire il faut avoir sa résidence en Allemagne. Donc sinon, on ne peut pas postuler pour le budget. Donc là, c'est un court-circuit parce que beaucoup de personnes ou des ayants droit de collections d'art qui ont été spoliés entre 1933 et 1945, la plupart des personnes n'ont plus leur résidence en Allemagne. Donc là, c'est un point qui est vraiment compliqué. Vous avez peut-être suivi les communiqués de presse pour cette année du DZK. Ils ont adjugé en automne pour l'année. En fait, c'est les projets qui porteront à partir de l'année prochaine. Donc pour 2020, ont été adjugés 1,9 million d'euros
pour 25 projets de recherche. C'est quand même pas mal, pas mal. Mais je vous rassure, c'est pas assez. Les résultats, si je conclus la présentation de M. Hartmann, c'est donc également les restitutions, mais je ne peux pas vous donner un chiffre au niveau sur ces promotions au niveau culturel parce qu'il y a des restitutions qui ne sont pas mentionnées, les chiffres ne sont pas centralisés quelque part. Donc une bibliothèque, quand elle est municipale et elle trouve un livre, elle a tout le droit, si le directeur est d'accord, de restituer sans procédure administrative plus que dans la maison même. Et ensuite, ils n'ont pas besoin de déclarer qu'il y avait eu restitution. Donc il y a restitution sur différents niveaux, mais on ne connaît pas les chiffres exacts. Ensuite, il y a des mises en ligne d'archives variées. Il y a des bases de données qui se sont créées. Le D7K porte le réseau des chercheurs. Donc, c'est un portail de communication pour différents domaines dont je n'ai pas mentionné le sous-groupe qui porte sur la collaboration avec la France, coopération plutôt, ce portail. Et depuis seulement 2018, donc 20 ans après Washington, aussi les Allemands, ils ont droit dans ce domaine de faire la recherche généalogique. En France, ces conventions datent un peu plus longtemps. Je crois que là, ça fait 3 ans avec la CIVS qui a fait des conventions avec des institutions qui sont spécialisées dans la recherche généalogique, qui est quand même très, très importante quand vous trouvez une œuvre d'art et que vous savez qui était le propriétaire ou les ayants droit. Mais je reviens sur cette problématique. Je continue donc avec les instituts publics. Vous êtes toujours avec moi? Bon. Très bien. Donc, le point pivot. La base de données Lost Art. Il y a une procédure, donc la base de données se trouve sur le site de D7K. Elle est en 3 langues, allemand, anglais, russe. Je dis après la procédure, si vous trouvez un objet ou vous cherchez un objet, vous pouvez le signaler de façon centrale sur cette base de données, avec le plus d'informations. Pour un objet, quand vous l'avez, vous signalez donc la taille, etc. et tous les éléments, informations, plus le contact. Et parmi donc ces informations sont signalés aussi les objets qui sont gérés dans les collections publiques, voire nationales. Le BKM, c'est le ministère de la Culture, n'en signale que 6. À mon avis, ils ont oublié un peu. Le BADV, qui dépend aujourd'hui du ministère de l'Intérieur, signale 10 855. Je vais vous montrer ce que c'est. Le Auswärtiges Amt, les affaires étrangères, ne signale que 252. Ça, c'est les ambassades d'Allemagne. Pas mal de choses. Hein. 252, je vais vous expliquer pourquoi. C'est un numéro, un chiffre si petit. Et ensuite, le BVA, ça c'est le service dont je faisais partie jusqu'à hier, qui, lui, signale que 1890. Gurlitt, les chiffres sont connus, il y a tout un site en laisse. Et puis ensuite, il y a bien sûr beaucoup de personnes privées ou bien leurs avocats qui signalent des œuvres d'art dont on cherche... non, c'est l'inverse. Donc les avocats ou les familles qui cherchent des œuvres d'art. Et donc là, c'est plusieurs milliers. Je commence avec le chiffre qui était le plus élevé pour vous donner la source et une certaine explication. Le BADV, Bundesamt für zentrale Dienste und offene Vermögensfragen, je vous rassure, je ne sais pas le dire sans le lire, au BADV dépendait d'abord du ministère de Finances, parce qu'en fait, ce service gère les dossiers de demande d'indemnisation. Donc, c'est les familles qui demandaient de l'argent, et donc jusqu'à 2017, tous ces dossiers, depuis leur dépôt dans le cadre de Brugge, dépendaient du ministère des Finances. Et là, actuellement, par contre, ils dépendent du ministère de l'Intérieur.
Et je vous montre un peu un regard à l'intérieur de cette archive. C'est dans une ancienne usine de chocolat que se trouve cette archive pour laquelle, tous les 5 ans, il faut renouveler le contrat de location de l'espace. Ce n'est pas une vraie archive, c'est une archive dans le sens qu'il y a beaucoup de documents, mais ce n'est pas une archive qui est liée à la loi des archives, c'est-à-dire accès complètement libre, mais par contre, ils sont obligés de répondre à toute demande. Et dans les dossiers de demande d'indemnisation, c'est 1 million d'archives, de demandes, et puis je vous assure, vous allez une demi-heure dans cette archive, vous ressortez déprimé. Oui, mais pas seulement sur la masse, mais sur le fait, hein, parce que les dossiers d'indemnisation racontent et présentent des destins de millions de gens dans le monde entier. Donc, par contre, en ce qui concerne les objets d'art cherchés, il y a donc les histoires des familles, les destins et ponctuellement les descriptives d'objets d'art. Les collègues qui travaillent dans cette archive ont donc, dès qu'ils ont trouvé, mais il n'y a pas un travail systématique sur ces demandes, quand il y avait donc signalement d'une œuvre d'art ou culturelle spoliée, ils ont fait un résumé qu'ils ont mis en ligne sur l'Ostart afin de signaler qu'il y a admettons, je vais vous donner un exemple, un Max Liebermann, un Max Liebermann qui a été recherché par une famille. Donc, pour des discrétions de droit à la personne, il n'y a pas de nom donné. Mais par contre, les chercheurs ou les institutions qui voient qu'ils ont un Liebermann de trop ou qui a une provenance bizarre, ces institutions se retournent auprès de cette archive afin de voir le dossier en détail. Par contre, la demande d'indemnisation a produit 2 dossiers. Il y a donc cette archive-là, mais il y a presque le même archive en miroir dans une autre archive. Celle-ci, qui se trouve à Weissensee, et là je vais être un peu touristique, Berlin-Weissensee, c'est au nord-est. Il était en Allemagne de l'Est et plus connu pour un des plus grands cimetières juifs en Europe. Ça, c'est Weissensee, l'usine de chocolat avec les milliers de dossiers, mais sans fichier numérisé. Donc, si vous n'avez pas de nom d'une famille, c'est très difficile de trouver le dossier. Alors, on passe par un astuce, par l'autre archive qui se trouve dans l'archive régionale de Berlin, qui s'appelle Landesarchiv. Le Landesarchiv a mis un peu plus de sous. Eux, ils ont créé carrément une base de données à partir de tous les fichiers déposés de demandes d'indemnisation. Donc, c'est les mêmes demandes, mais par contre, c'est l'autre versant du dossier déposé. Donc, les dossiers sont presque identiques, mais il faut les comparer à chaque fois. Par contre, la cote, celle que je vous ai mis là en rouge, la cote est la même pour les 2 archives. Voilà, je vous ai donné l'exemple pour la recherche de Georges Bandel pour faire plaisir à certains de nos chercheurs qui ont déjà travaillé sur la question et également le chiffre. Donc, là, c'était une très grande archive qui n'est pas encore versée au Bundesarchiv et qui demande un peu plus de soins dans le long terme. Ce que vous pouvez faire pour vraiment aider à l'existence de cette archive, parce qu'elle est unique par rapport à d'autres archives, donc par exemple celle de France, c'est que vous posez des demandes d'accès à ce dossier afin de créer un besoin. Voilà, ça c'est un appel entre chercheurs. Voilà, donc pour le culturel, géré par Madame la ministre Madame Grütters, tout paraît bien. Le bilan est sorti, il y a un champ
vaste de chercheurs sur différents niveaux. Il y a beaucoup de personnes engagées. Il y a de la très bonne recherche. Voilà, et puis, il reste les collections nationales. Donc déjà, je voulais vous rappeler leur histoire. Pourquoi c'est un peu épineux? Parce que d'une part, et là je fais amalgame entre l'histoire de la collection au ministère des Affaires étrangères et au ministère de la collection d'art qui est celle nationale. Je l'appelle nationale dans un temps. Parce que le tronc était comparable. C'est-à-dire, ces deux collections qui aujourd'hui ne sont pas encore sous la même tutelle, avaient la même histoire au début, c'est-à-dire les objets d'art se trouvaient en 1945 dans le Collecting Point, jusqu'à, vous le voyez, la date décembre 62. Avec les lois des Alliés, il y avait donc plusieurs équipes qui étaient chargées de la recherche de la provenance sur ces objets-là. Ils ont travaillé pas mal, mais je vous rappelle en même temps que les historiens engagés au Collecting Point, soit la fille de M. Hanf Stengel, qui était actif au Kunstschutz en Italie pendant la guerre, les experts, c'était toujours pratiquement les mêmes. Même les experts du marché. Donc, sur les cartes du Collecting Point, CCP, vous avez beaucoup d'informations qui viennent des acteurs du marché d'art qui étaient déjà actifs avant 1945. Donc, ça ne veut pas dire que ces personnes-là se sont exprimées dans une autre logique ou politique avant. Là, je suis un peu subtile. Je veux dire, quelqu'un qui a profité du système, il ne va pas se auto-déclarer après 1945. Donc, les informations sur les cartels, les fiches du Collecting Point sont à lire avec réserve. C'est donc en 1951 est fondée la Treuhand. Fides, on va revenir sur cet aspect de Treuhand. Donc c'est d'abord un service qui est inséré au ministère des Affaires étrangères. Et parmi eux se trouve dans un tout premier temps M. Graf von Metternich, qui, la spécialiste est dans la salle, a donc après, il était au Kunstschutz jusqu'à 1945, et après, il était au Auswärtiges Amt sur les mêmes objets d'art. Et il y a aussi son assistant et ami, Bernhard von Tischewitz, qui a eu une longue carrière aussi dans les services culturels après 1945, malgré, ou bien grâce aux connaissances des objets d'art qu'il a connus en tant que fonctionnaire du ministère des Affaires étrangères avant 1945. Donc il y a certaines continuités. Dans cette première partie, donc entre 1945 et 1951, donc avant, ou bien parce que pour les lois des Alliés, pour les questions de restitution, malgré la création de la Bundesrepublik, les Alliés avaient encore leur mot à dire. C'est pour ça la date 51-52 est encore valable, parce que là, la Bundesrepublik est déjà créée, mais la restitution des œuvres d'art, donc d'un plus qu'1 million, a été gérée plutôt par les Alliés. Les objets dont on connaissait les propriétaires ou les ayants droit, qui ont pu être rendus aux personnes privées, ça a été restitué aux personnes privées, sinon confié aux gouvernements respectifs. Donc, soit au gouvernement français, hollandais, autrichien, et je vous rappelle, tout le monde a signé Washington. Mais c'est un sujet que je ne vais pas développer plus, on reste avec l'Allemagne. On reste avec l'Allemagne qui, donc, se voit confiée à partir de 1963, c'est plus le ministère des Affaires étrangères, mais c'est le ministère des Finances, le Bundesschatzminister, qui se voit dans l'obligation de gérer le CCP Restbestand. Alors, je suis désolée, là je suis ironique, mais ça c'est le terme officiel dans l'administration d'aujourd'hui. C'est donc le CCP Restbestand qui doit être passé
par les recherches différentes. Et en l'occurrence, il s'agit d'à peu près 2000 œuvres d'art dont la gestion est donc confiée à un ministère de Finances. En ce qui concerne la provenance de recherche, là, ça ralentit beaucoup. En fait, pour les prochaines 35 ans, il y a juste ponctuellement des recherches faites. C'est seulement à partir de la signature de Washington que ça développe davantage, notamment en 2000. Par contre, la collection change de tutelle pour une variété de raisons. Donc, vous retrouvez le OFD, mais ça, c'est aussi, vous allez trouver ces abréviations ensuite aussi sur les cartels et les fiches. Mais c'est toujours la même collection. Et a priori, aujourd'hui, sur les à peu près 2000, il en reste toujours 1700, 600. Donc, il y a à peu près 6000 monnaies, 9000 livres, et les autres objets, c'est des objets d'art en détail. Donc vous voyez, par contre, ce qui est nouveau, après le ministère de la Finance qui s'occupait pas mal, le ministère de l'Intérieur qui avait d'autres soucis aussi, il y a donc, depuis juillet cette année, la ministre de la Culture, donc Madame Grütters, qui a la tutelle. Et voilà, vous allez voir, il y aura des développements intéressants à venir si elle reste en poste. Je vous nomme aussi, depuis 2000, il y a eu 54 restitutions sur ce fonds. Et je vous rappelle à nouveau les objets d'art qui sont signalés sur Lost Art. Donc là, c'est vraiment les chiffres par objet. C'est donc le BVA, la collection soi-disant nationale, qui signale seulement 1890. Et par contre, si vous êtes encore avec moi, je viens de parler quand même de 17 600 objets qui sont dans la gestion issus du Collecting Point. Il y a donc une petite différence de 15 000 œuvres. C'est-à-dire les monnaies, les livres, etc. ne sont pas mentionnés ni sur Lost Art et d'ailleurs pas sur la base de données de cette collection nationale. Concernant la recherche depuis 1949, fait par la Troy Hunt, il y avait quand même production et aussi récupération d'archives très grandes. Et il y a aussi une loi en Allemagne qui dit de temps en temps, il faut verser les archives. Donc en 1998, ce service dont je dépendais jusqu'à hier a versé ces archives, mais seulement, vous le voyez, à, j'estime, 85%. Si vous êtes gentil, vous me posez tout à l'heure la question sur les autres 15%, et puis on va détailler. Restons avec le Bundesarchiv. Donc, ces archives-là sont très très importantes. Ils ont été versés au Bundesarchiv sous la cote B323 ou bien, n'oubliez pas celle-là, B126, parce que ça, c'est les archives du ministère des Finances. Mais ça traite également les questions d'indemnisation ou des questions de dossiers closes, c'est-à-dire, là, sous la cote B126, vous allez trouver aussi le dossier de Georges Mandel, pour rester un peu dans cet exemple. Et cette archive, elle a une grande histoire. Elle a eu 100 ans. Il y avait l'anniversaire fêté la semaine d'avant. Monsieur le président du Bundesarchiv, il a eu la Légion d'honneur. Mais je vous dis, ce fonds B323, il a mis 1 an pour être numérisé, mais on ne peut pas le lire OCR comme le Fold 3. C'est-à-dire, il faut savoir dans quel dossier chercher quoi, et vous allez paginer à travers des dossiers comme ça, numérisés feuille après feuille, le dos aussi. Donc, pour un dossier, vous avez facilement 500 pages. Alors, ça, c'est l'Allemagne. Et le multimédia, on a vaguement 20 ans de retard. On m'a dit, l'employé du Bundesarchiv responsable de ce fonds, il m'a dit, mais dans les réunions, pour la numérisation de ce fonds, il n'y avait personne qui aurait demandé la lecture OCR. Bon, en tant que chercheur, aujourd'hui, ça paraît quand même évident qu'on cherche par un mot-clé. Voilà, c'est pas fait, mais c'est un fonds très très important. Je passe.
pour une petite chronologie par rapport à l'histoire. Donc, le fonds d'art qui était au Collecting Point avait quand même une histoire avant 1945, notamment imprégnée par le Einsatzstab Reichsleiter Rosenberg. Je vous passe les détails. Sonderauftrag Linz. Et je reviens à la création de fiches par les historiens de l'art, parce que ça paraît être la méthodologie clé. Vous avez une photo et une fiche qui va avec, depuis le début du siècle, des siècles d'avant en fait. Et puis la numérisation, je vous montre une fiche qui a été numérisée sur Fold3 pour arriver aussi au collecting point, donc les alliés qui ont refait des fiches. Partiellement, ils ont repris des informations. Tout ça a fait 3 procédures parce qu'en changeant de la langue, il y a également des erreurs. Donc, on arrive aux fiches des collecting points. Là, un exemple de chez Gurlitt. Et toutes ces fiches du Sonderauftrag Linz, donc ça, c'est production nazie. Excusez-moi, mais là, je vais rapide. Plus les fiches de Göring, plus les fiches de collecting point, on aboutit dans la création de 3 bases de données gérées sur le serveur d'un des musées qui dépend directement du ministère de la Culture, c'est-à-dire le Deutsches Historisches Museum. Le plus simple à chercher, c'est DHM-CCP, DHM-Göring, DHM Linz. Je vous ai donné les photos, les références. Le plus intéressant, c'est ce fond, les CCP, les cartes des fiches du collecting point, qui sont toujours dans le service de la collection d'art national. Je vous ai mis là une photo qui est plus jolie pour reconnaître l'objet, parce que les photos, ce n'était pas vraiment la priorité. Là aussi, c'est une base de données qui n'est pas lisible OCR. Il faut donc connaître soit l'objet, son créateur, l'artiste, son numéro du CCP, qui s'appelle aussi numéro de Munich, afin de trouver l'objet. Et n'oubliez pas, une partie du texte a été saisie très vite, en 2009, et il n'y avait pas d'édition scientifique après. Donc, il y a des erreurs de frappe. Voilà. Par contre, pour la collection d'art, tout à l'heure, vous vous rappelez, il y avait vaguement 300 œuvres qui se trouvent aujourd'hui signalées sur Lost Art, appartenant aux collections du ministère des Affaires étrangères. Bon, je vous rassure, je ne peux pas vous donner les chiffres, mais il y a beaucoup, beaucoup plus d'œuvres et surtout des meubles qui se trouvent dans les différentes ambassades dans le monde entier. Et c'est très mal géré. Donc, c'est un coup de chance si les collègues du ministère des Affaires étrangères signalent une œuvre, qu'ils ont à peu près des informations d'historiens de l'art. Ça fait 3 ans qu'ils emploient une chercheuse à mi-temps pour travailler plus sur ces objets. Et là, puisque j'ai signé une convention de confidentialité, je vous cite le communiqué de presse qui a été fait cet été pour vous indiquer donc le passage du ministère de l'Intérieur au ministère de la Culture, les 3 points qui concernent cette collection nationale. Donc, elle est beaucoup plus que les 20 000 œuvres d'art que j'ai citées tout à l'heure. En tout, il y a plus que 40 000 qui sont gérées par ce service. Il y a à peu près 20 000 qui ont un passé suspect, donc parce que anciennement ils ont été propriété du Reich et œuvres issues du Sonderauftrag Linz, ou bien Haus der Kunst. Donc là, les aspects de spoliation, provenance sont un peu moins importants, ou bien ils sont issus de propriété d'État de la RDA, mais là c'est épineux aussi, parce que dans la propriété de l'ancienne RDA, il y avait ouverture Action Licht, Action Lumière, ouverture de trésors fermés entre 1945 jusqu'à les années 60, retrouvailles d'œuvres d'art anciennes qui ont été confiées à des musées, donc notamment à Dresde. Et comme c'était de propriétaires inconnus, ces objets ont été versés à la propriété, à la gestion nationale.
Vous avez un autre groupe, Karinhal, le domicile d'été de Göring, qui était très très grand. C'était pas une dacha, mais vraiment grand, un casier-musée. Les objets d'art que Göring n'a pas pu sauver, entre parenthèses, jusqu'à Berchtesgaden, sont restés à Karinhal. Donc, des sculptures, je vous en montre tout de suite un exemple. Et avant, je passe par la base de données de la collection nationale, qui se trouve que le plus simple, c'est à la trouver avec le mot-clé Provenience Datenbank Bund. Sous, entre parenthèses, ils changent de ministère, ils vont garder ce nom-là, mais très certainement pas la même adresse email ou Internet pour l'année prochaine. Là, vous trouvez donc les 1860 œuvres avec un rapport détaillé, mais les rapports sont parfois plus d'actualité. Ça, il faut voir les dates à la fin d'un rapport. Là, je vous donne un tout petit kaléidoscope. Comme c'est un séminaire et puis je vois qu'il y a beaucoup d'étudiants de tout âge, je vous donne aussi les numéros du Collecting Point, les numéros de Munich, Münoman, avec un tout petit aperçu d'histoire, parce que ça, c'est des tâches encore à résoudre. Le globe, en haut à gauche, il appartenait à la famille Mannheimer, avec 7 autres objets qui ne figuraient pas dans les listes de restitution. Donc du coup, ils sont restés sous la gestion nationale. Le magnifique tapis, une chasse aux faucons au milieu, appartenait à Göring. Il a été retrouvé, mais on ne connaît pas le propriétaire d'avant. La petite sculpture, elle est toute petite, de Louis XIV, vient d'Italie. Les cas d'Italie, il y a beaucoup d'objets d'Italie beaucoup d'objets d'art qui ont été achetés en Italie par le prince de Hesse, par le biais d'un compte à l'ambassade d'Allemagne à Rome. Donc, il y a des conventions entre l'Italie et l'Allemagne qui étaient particulières, mais qui restent à questionner parce que ces objets-là, ils n'ont pas de licence d'exportation. Mais l'Italie, pour l'instant, n'en a pas fait de demande. Il y a des objets comme le gobelin au milieu, Pyramositys Peu. Il est magnifique, il est daté autour de 1520. Il ne figure pas dans la base de données du service de la collection d'art. Il vient d'être rendu entre le ministère des Affaires étrangères au service que j'ai quitté pour la gestion, mais l'administration, c'est un fait de l'administration, ça prend du temps. Ça prend du temps. Et puis, il y a tout un autre groupe, je l'appelle Posse. Ça, c'est des objets d'art décoratif, beaucoup de céramique, qui, jusqu'en 2006, mais encore l'année dernière, il y avait des vases, qui, sous le prétexte, c'est Hans Posse, le premier directeur des collections de Dresde, mais aussi le premier chargé du Sonderauftrag Linz, aurait collectionné. Et sa femme, après la mort de Posse en 1942, l'a vendu, donc ça c'est documenté, un très 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 grand fonds, milliers d'objets, au Sonderauftrag Linz. Et personne n'a regardé de près ou de loin à la provenance de ces objets qui sont, d'accord, c'est la céramique, des multiples, mais ça ne justifie pas la vente en enchère par la collection d'art nationale. Donc ça, c'est des questions épineuses. Et concernant les objets d'art qui venaient de la RDA, qui ont été confiés sous un statut particulier au Musée national à Berlin-Est, comme ils ont ce statut particulier, ils ont maintenant intégré aussi les collections nationales, mais ils n'ont pas le statut Münomen. C'est donc les objets qui ne sont pas passés par Munich après 1945, mais qui sont venus directement. Donc il y a plusieurs, je crois qu'il y en a 65 qui viennent de Karinhal, dans cette Vénus qui est aujourd'hui mis en disposition, en vue, dans l'entrée du BVA, donc à Weißensee. Voilà, il y a un troisième groupe, et après j'ai fini. Un troisième groupe d'objets d'art qui
sera maintenant sous la tutelle de la ministre de la Culture, c'est les achats de la Bundesrepublik, ou bien l'implication dans un achat d'objets d'art depuis 1949. Donc bien sûr, l'Allemagne, en tant qu'un État, s'est investie pour acheter des œuvres. Ces œuvres-là, pendant un bon moment, on n'a pas forcément regardé sur leur provenance. Il y a souvent des achats à plusieurs partenaires, landes, musées, etc. L'achat a été fait sous l'étiquette que ce sont des objets d'art précieux du patrimoine national. C'est dans ce sens-là que le monsieur chargé, donc ça c'est un clin d'œil aux chercheurs d'économie, vous êtes encore avec nous, monsieur Abramovici, donc Hermann Abs a été chargé, je vous ai donné ces dates, un économiste qui était avec des petites interruptions autour de 45 jusqu'à 52 dans les fonctions de la Deutsche Bank. Donc Deutsche Bank avant 45, c'est pas joli, et Deutsche Bank après, bon, il y a une certaine continuité. Donc Hermann Abs, non mais là je suis vraiment méchante. En 1943, il est chargé, donc vous vous imaginez, il est déjà hors fonction, sauf qu'il est président honoraire de la Deutsche Bank. On l'envoie chez Sotheby's acheter un évangélaire fantastique, Henri de Lyon, en tant que patrimoine national, pour 32 millions. Donc ça figure sur Wikipédia. Je ne suis pas censée le savoir parce qu'on ne m'a pas laissé regarder ces dossiers d'achat qui viennent d'être récupérés du service de la collection d'art nationale. Mais c'est sur Wikipédia, donc je peux en parler librement. Et la provenance, elle n'est pas sûre, vous voyez les dates, entre 1861 et 45. Très probablement, ce évangélaire faisait aussi partie du trésor des Guelfes, qui est beaucoup dans les médias actuellement. Bon, on s'approche à la fin, je suis désolée, j'en ai parlé un peu trop longtemps. Mais cette peinture, elle est tellement emblématique, symbolique. On sait depuis 2007 qui était le propriétaire, avec tous les documents. Et la restitution traîne toujours, ça veut dire 12 ans. La peinture, elle s'appelle Fiat Justitia, c'est-à-dire faites confiance à la justice, ou bien l'œil de la loi. L'œil de la loi, vous voyez le petit policier, Spitzweg, il a un aspect caricatural pour le 19e siècle. Donc c'est l'œil de la loi qui veille que la justice soit faite. Et vous le savez peut-être, c'est une peinture qui pendant longtemps décorait le bureau de Konrad Adenauer jusqu'à dans les années tardives. En fait, le bureau de la chancellerie allemande, jusqu'à ce que soit mis évidence et puis information, tel le tapis de Göring qui, jusqu'à il y a 4 ans, je crois, a été retiré par la chancelière quand elle a su qu'elle marchait sur l'art spolié. Je voulais rappeler, tout en finissant, qu'il y a aussi d'autres instances de contrôle pour la recherche d'une administration, faite dans une administration, notamment la méthode sur le contenu, c'est des options. Donc la relecture des rapports par objet par des chercheurs indépendants et peut-être externes au service. La publication des ventes, parce que depuis 2006, le service, la collection d'art, ne publie plus les revenus et les objets qui ont été mis en vente. La presse avertie, c'est-à-dire, il faut quand même communiquer aussi avec les journalistes pour montrer certains cas. Et puis la commission consultative
dont j'ai parlé un tout petit peu tout à l'heure, et avec le canaletto que je vous montre là, ça c'est le premier cas qui en avril a été résolu après 20 ans de bataille judiciaire. C'est la famille de Max Emden qui a demandé la restitution de cette œuvre qui a été gérée par la collection nationale et qu'on a dans la restitution a été refusée par un service national. Donc c'était une curiosité cette année en avril que c'est justement la commission consultative qui a quand même été créée à la demande de l'État fédéral demande auprès d'un service national la restitution. Donc je vous épargne la réaction de ma chef, mais cette peinture doit être restituée. Il faut aussi savoir que pendant 5 ans, elle n'était pas en vue, parce que le musée, donc c'est la plupart des œuvres d'art sont en prêt avec des musées, ils sont confiés à la gestion de musées pour les présenter, mais la recherche de provenance n'est pas une obligation pour ces musées. Donc par contre, cette très belle peinture n'était pas en vue dans le musée, mais se trouvait en plus dans un dépôt. Voilà, je finis la présentation en vous remerciant pour votre intérêt et en attendant vos questions. Merci beaucoup, Nathalie. Alors, c'était très complexe, très riche. Je ne sais pas si tout le monde a tout retenu, mais en tout cas, c'était très informatif. Et je vous rappelle justement un petit peu pour votre aide, pour nous, pour notre aide, pour votre aide, je vous rappelle que la séance a été enregistrée et sera très prochainement disponible sur la chaîne YouTube de l'INHA. Donc, si vous voulez reviser votre allemand et notamment la structure administrative de tous ces différents fonds d'archives, ça sera possible tranquillement sur vos ordinateurs chez vous à la maison bientôt. Donc, si vous avez des questions, allez-y. Tout le monde est abattu. Pas de questions? Si. Je ne vais pas poser la première question, c'est toujours celle qui n'arrive pas. Donc je vais poser la deuxième question. On peut quand même s'étonner que tout ça, ça soit si long. Et je voudrais qu'on a bien compris que ça passait d'administration en administration, que ça passait d'un dépôt à une exposition, mais en fait, les gens ont une petite chance, les propriétaires, enfin aujourd'hui les ayants droit pour la plupart des œuvres, je suppose, ont une chance d'un jour récupérer leurs biens. Alors d'une part, ça paraît long, mais moi je dirais que le passage du ministère de l'Intérieur au culturel va certainement apporter un nouveau déploiement de moyens personnels et de budget. Jusque-là, ce service avait 2,5 de postes, voire un poste seulement. Autour de 2000, il y avait pas mal de contrats confiés à des chercheurs indépendants. Donc il y avait une première vague pour travailler avec les nouvelles archives mises disponibles, pas les nouvelles archives, mais les archives nouvellement rendues plus accessibles. Donc il y avait une vague de recherche avec des résultats qui ont suivi. Mais par exemple, jusqu'à l'année dernière, on ne cherchait pas les ayants droit activement, parce que ce n'était pas dans les missions de ce service. C'est donc, il y avait après une liste d'objets d'art dont on connaissait le propriétaire, mais pas les ayants droit. Ça paraît un paradoxe, et donc c'est finalement, et j'ai pas le droit de dire le nom, mais un cabinet d'avocats qui s'est chargé sur ces orphelins pour retrouver les ayants droit. Donc ce cabinet d'avocats va profiter auprès du groupe qu'il représente pour conclure une restitution. Ça devrait, à mon avis, ça devrait être quand même le service qui possède ou gère les objets, qui cherche aussi les ayants droit, mais
Ça, c'est un aspect assez compliqué. Ensuite, il n'y a pas de pression. Et ça va de pair avec la confiance dans l'État. C'est-à-dire, on a confié ça à l'État qui assure qu'il y a expertise sur place. Et le retour, même malgré toute la transparence, il y a très peu de retours. Il y a de temps en temps des ayants droit qui se signalent et ensuite on leur demande « Ouais, mais écoutez, vous auriez le reste des papiers, mais des documents ?» Mais il n'y a pas un vrai dialogue. Il y a des barrières de langue. Et j'avais oublié tout à l'heure aussi de mentionner un autre moyen de contrôle, c'est que avec les ayants droit, la presse, le statut d'expert. Donc oui, il faudrait vraiment pousser un peu plus les responsables. Et oui, l'autre moyen de contrôle, c'est les parlementaires. Donc eux, en 2017-2018, ils se sont à nouveau activés en posant des questions aux différents services où sont les œuvres d'art issues du Collecting Point. Et les questions sont en ligne et aussi les réponses. Mais c'est politique, c'est un discours politique. Les parlementaires, parfois, ne savent pas poser les bonnes questions et les services savent donner les bonnes, mauvaises réponses. Donc c'est un dialogue de sourds et puis voilà, je pense qu'il y a de quoi améliorer la situation. D'autres questions? Merci beaucoup. Est-ce que les musées qui ont tellement d'objets dont ils ne connaissent pas la provenance, enfin ils savent que la provenance est douteuse, est-ce qu'ils prennent soin de tous ces objets, peintures et autres, ou ils se disent que c'est peut-être pas trop important? Alors, les musées qui sont propriétaires d'objets dont on doute que la provenance n'est pas la bonne, mais dans la mesure qu'ils sont propriétaires, oui, ils prennent ils gèrent très bien les œuvres. Donc, quand il y a restauration à faire, ils le font. Quand il y a documentation à présenter, c'est fait. Et il y a aussi présentation de ces œuvres dans la mesure que c'est leurs œuvres. Pour les œuvres qui leur sont confiées par le service national, c'est un peu différent parce que c'est le service national qui est responsable de ces objets. Par exemple, c'est seulement en cas d'urgence que des restaurations sont faites. Et puis, il n'y a pas d'obligation de mettre l'ensemble des informations en ligne. Il y avait donc, il y a 2-3 ans, suite à des demandes de la presse, vers un musée, il y avait la nouvelle politique que sur la base de données nationale, Provenience Documentation, on ne met plus le musée qui présente au public l'œuvre qui est issue du Collecting Point. Moi, je pense ça pourrait être un peu mieux. Mise en valeur, donc par exemple les légendes, ça laisse à souhaiter. Le seul indicateur quand vous êtes dans un musée public, que l'objet est un prêt du service national et que c'est nommé Dauerleihgabe Bund oder Dauerleihgabe der Bundesrepublik, ça c'est l'indication. Vous n'avez pas le numéro de MU, il faut vraiment connaître l'œuvre et le retrouver à travers toutes ces bases de données pour faire une recherche. Le proactif, donc le point 5 des Washington Principles, on peut le pousser un peu plus, je pense. Merci. Alors, j'aurais plusieurs questions à vous poser. D'abord, est-ce que la Russie a adhéré à la Convention de Washington? Deuxièmement, que s'est-il passé dans la RDA pendant la période RDA à ce sujet? Et actuellement, est-ce qu'il y a une liaison entre tous ces organismes allemands et la France, ou des demandes de Français ou de descendants de Français, etc., qui pourraient faire des demandes? Est-ce qu'il y a une liaison? Est-ce qu'il y a
je dirais, un rapport constant. Alors après, on pourrait poser d'autres questions aussi pour savoir, parce que vous avez dit entre 1945 et 1949, qui était le moment où la RDA et la RFA ont été créées, mais est-ce qu'il pourrait y avoir des Allemands qui pourraient dire « Ah ben finalement, moi, ces objets ont disparu, est-ce qu'ils ont été emmenés en Russie, etc. » Est-ce que là aussi, des Allemands qui n'ont pas été spoliés par les nazis, mais qui ont été spoliés par l'occupation, pourraient eux-mêmes le dire? Est-ce qu'ils ont cette possibilité? Parce qu'il y a peut-être aussi des objets, je n'en sais rien, qui ont été volés aussi au moment où les Américains ou les Allemands ou les Anglais ou peut-être même les Français sont arrivés en Allemagne en 1945. Merci pour vos questions. Alors pour les Russie, il faut que je vérifie. Thierry, tu sais s'ils ont signé? Ça m'étonnerait. Non. Ouais, voilà. La Russie n'a pas signé les principes de Washington, mais de temps en temps, ils restituent. Donc dans les années 50, même dans les années jusqu'à les années 2000, ils restituent des archives. Et dans les années 50, ils ont restitué des objets auprès des différents musées, notamment donc au musée de la RDA. Et des chefs-d'œuvre aussi dans les collections. Ce qui est intéressant, il y a aussi les anciens pays satellites sous gestion soviétique qui restituent. Donc il y avait par exemple une restitution de la Géorgie à la collection de Dresde. Donc ça dépend. Là je vois beaucoup de flexibilité. Parfois c'est en dehors des structures officiellement binationales. Ça peut passer en dessous. Et après, c'est la politique, voire la politique étrangère, qui s'approprie un dossier. En ce qui concerne la RDA, entre 1945 et 1990, oui, mais ça c'est un nouveau sujet de recherche géré aussi par Magdebourg, donc par le centre. C'est une des nouvelles tâches. Il y a maintenant, ça fait 3 ans que le thème est exploré. Et je crois depuis l'année dernière, il y a aussi un budget accordé à ces projets de recherche parce que la spoliation a été multiple ou bien variée. Alors, il y a eu spoliation. Alors déjà, en ce qui concerne spoliation par les nazis dans ce territoire, les gens qui habitaient en RDA ne pouvaient pas faire de demande d'indemnisation, voire de demande de restitution. Ça a été géré après 1990 avec d'autres lois et un service spécifique BADV. Donc pour voir ces cas-là. Ensuite, il y a spoliation en interne ou bien vol par les administrations de la RDA auprès de soi-disant dissidents tout le long de la RDA. Donc, et puis, il y a donc une jeune chercheuse qui, auprès de Bénédicte Savoy, à la TU Berlin, elle s'en est fait le sujet de sa maîtrise pour travailler sur ces cas-là qui, au fur et à mesure aussi, ont été publiés. Donc, elle avait parlé d'une saisie du fonds d'art, la collection d'un collectionneur de l'Ouest qui s'est installé en RDA. Pour une raison quelconque, il n'a plus aux autorités, de la façon que lui, il a été mis en prison. Sa collection saisie est vendue à Sotheby's, mais en 83, en demandant de ne pas mentionner que c'est issu RDA. Il y a aussi de ventes de musées de l'Est qui se sont passés de certains objets. Donc ça, c'est un gros travail, avec les trésors, notamment dans l'action Licht, qui était ouvrir les trésors dans les années 60 pour trouver des objets mis en trésor, probablement même du temps des nazis. Donc il y a toute une variété d'objets qui ont été confiés donc, en RDA, si c'était des objets de valeur et de peinture par exemple, à des musées, mais il y avait aussi beaucoup de ventes, et ces objets-là ont été vendus dans le monde entier. Donc ça, c'est une provenance épineuse aussi. Et pour revenir à votre troisième question concernant la coopération entre la France, je vais passer la parole aussi à David Zivi, dont je remercie d'être venu. Mais on a donc au niveau des chercheurs un
petit groupe qui se parle beaucoup. Il y a Inès, bien sûr, qui, avec son projet, travaille beaucoup avec différents chercheurs et Denise Verneret. Il y a plusieurs projets de recherche depuis longue date. Il y avait des commissions binationales, voire internationales, pour trouver des archives. Donc ça, c'est un dialogue qui continue plus intensément, je dirais, avec des hauts et des bas. Thierry aussi peut en parler depuis au moins des années 90. Oui, il y a des rencontres, pareil, il y a des rencontres, disons formelles, à la faveur de colloques par exemple, mais on échange, je te remercie, c'est gentil, on échange assez régulièrement avec nos homologues allemands sur tel dossier. Ils nous demandent tel document d'archives et inversement, on leur demande tel document, etc. Donc on coopère vraiment très, très étroitement. Alors, plus facilement avec certains qu'avec d'autres, parce qu'il peut y avoir aussi des questions de personnes, par-delà l'intérêt des documents, mais ça c'est dans l'ordre des choses. L'Allemagne actuellement restitue éventuellement à un Français ou un descendant de Français qui a été spolié Oui. Pour Bien autant sûr. que la provenance d'une spoliation française, oui, 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 oui. est avérée, bien sûr. Mais L'Allemagne de la peut même façon restituer. que, pardon, Oui. de la même façon que nous, il peut nous arriver de restituer des MNR à des ayants droit de collectionneurs allemands spoliés. Pas des acteurs de la politique du Reich, mais des victimes juives. Il nous est arrivé de restituer des œuvres qui sont revenues en France, finalement, plutôt par erreur qu'autre chose. Oui, bah, vu la masse d'œuvres qui ont quitté l'Allemagne après la guerre, c'est pas étonnant qu'il y ait eu des erreurs d'aiguillage. L'Allemagne peut directement restituer à un ayant droit qui est en France, donc notamment les objets qui sont issus du Gurlitt, les 6 restitutions, à part la première, revenues à des ayants droit en France. Et puis, je souhaite aussi mentionner la convention qui a été faite entre le D7K et la CVS cet été, signée par toi, non ? Et la mission. Voilà, qui encadre l'échange. Et puis l'Allemagne peut aussi restituer des objets dont on ne connaît pas le propriétaire quand l'objet a été spolié en France. Donc ça, mais ça c'est compliqué. Mais c'est possible. Et on attend la suite. Oui, non, juste un mot pour compléter. Je travaille au ministère de la Culture et je suis responsable du service en charge des recherches et des restitutions, mais avec la Commission pour l'indemnisation des victimes de spoliation, la CIVS, qui peut indemniser ou proposer des restitutions pour des victimes de spoliation en France. Spoliation intervenue en France, pardon. Sur cette question, c'est vrai que, donc, ça a été dit, l'Allemagne peut restituer directement à des Français, ça arrive régulièrement, et donc il y a eu ces cas notamment d'œuvres trouvées chez Gurlitt qui ont été restituées directement par l'Allemagne. Et c'est vrai qu'il y a eu, et par le passé, c'était plus la norme, c'est-à-dire que si une œuvre était retrouvée en Allemagne et considérée comme venant de France, elle était... il ne faut peut-être pas dire restituée, mais remise à la France, qui ensuite en faisait en général des nouveaux MNR et éventuellement les restituer après si les ayants droit étaient, les propriétaires et les ayants droit étaient retrouvés. On a encore quelques cas, on a un cas comme ça d'une tapisserie qu'on doit récupérer depuis un moment, qui doit compléter une série de tapisseries qui avait été ramenée après-guerre en France. Mais c'est vrai que désormais, il n'y a pas de norme justement, mais l'habitude en tout cas est plutôt pour les Allemands de restituer directement aux familles spoliées sans passer par le passage gouvernement allemand, gouvernement français, famille spoliée, ce qui, à notre sens, je crois des deux côtés, dans les deux pays, n'a justement pas tellement de sens. Si on peut restituer directement aux familles, on peut le faire. Oui, donc on a par ailleurs, il y avait une convention de coopération entre le D7K et la CIVS depuis quelques années. On l'a élargi donc au ministère de la Culture avec le nouveau service dont je m'occupe, donc qui est une convention qui doit nous permettre de travailler davantage entre services assurant les recherches, le D7K finançant des recherches, comme ça a été dit. Pardon, j'ai raté une grande partie de la conférence, donc je n'aimerais pas répéter ce qui a été dit. Donc voilà, on a essayé de formaliser cette coopération. Et en revanche, juste pour terminer, mais l'histoire n'est pas terminée, justement n'est pas écrite, on aura des cas où des familles font des demandes des deux côtés, font des demandes de restitution
en Allemagne parce qu'il y a des œuvres en Allemagne et en France parce qu'il y a des œuvres en France. Et jusqu'à présent, il n'y a pas de dispositif commun, il n'y a pas de législation, encore moins commune entre les deux pays. Et voilà, la question va se poser de décisions qui, en toute logique, devraient être les mêmes parce que aller dans le même sens, de restituer ou de ne pas restituer. Mais en même temps, rien ne le garantit non plus. Donc c'est un enjeu un peu compliqué. Il y a un cas en ce moment. Et voilà, ça arrivera sans doute, puisque les œuvres sont des deux côtés. Et ça serait peut-être pas cohérent de ne pas prendre la même décision. En même temps, on n'a pas non plus le même droit, toujours les mêmes critères, ce qui doit se discuter aussi. Mais voilà, c'est un autre problème qu'on peut rencontrer. Quel sujet? La provenance, la restitution? Alors, on parle beaucoup, beaucoup de la provenance et la recherche de provenance, et de moins en moins, ça c'est mon constat sur les 7 ans que je travaille dans le domaine, un peu moins sur les restitutions. Mais peut-être je me trompe. Chaque restitution, elle est quand même présentée et par les structures, l'administration, comme un grand succès, mais... oui, mais il pourrait y avoir plus de restitution, et puis voilà. Si je peux me permettre, moi j'ai encore une question. Est-ce que tu sais quelque chose sur les critères de choix au moment où les Alliés, dispatchent quelque part les œuvres qui ont été regroupées dans le Collecting Point? Donc on sait qu'il y a le retour d'à peu près 60 000 œuvres en France, par rapport aux 100 000 qu'on pense qui ont été spoliés en France pendant la guerre. Mais alors, à quel moment on décide? Bon, c'est pour la France, il y avait les notes Rose-Valland qui ont aidé à identifier une grande partie, mais quels étaient les critères en fait des Alliés de décider à un moment donné de laisser tous ces œuvres dont tu nous as parlé aujourd'hui, que ces objets-là restaient en Allemagne? Est-ce qu'on sait quelque chose sur la méthode, sur les critères de choix? C'est pas un critère de choix. Pour les œuvres qui ont été rendues, l'enregistrement par les nazis se faisait en groupe par rapport à la spoliation. Donc, pour ces objets-là, parce que c'était beaucoup, beaucoup d'objets, mais sur une certaine quantité de collections. Il y a plusieurs groupes. Donc, il y a les collections privées où la spoliation s'est faite d'une façon systématique et un inventaire dressé plus des cotes données. Donc là, c'était pour les Alliés assez clair et pour tout le monde impliqué de restituer directement à ces familles-là parce qu'on savait parfaitement que eux, ils étaient les propriétaires et voilà que ça a été rendu pratiquement en bloc. Spoliation, collecting point et retour. Mais il y a un très grand groupe aussi d'objets issus de Dienststelle Westen ou de Möbelaktion où la spoliation a été anonyme. Donc là, c'était en fonction du lieu de la spoliation qui était souvent clair, de rendre l'objet au gouvernement respectif afin que la recherche, et ça c'est malgré Washington, ça c'est des lois des Alliés qui sont a priori encore en vigueur, que c'est dans la responsabilité aussi de ces gouvernements réciproques de retrouver les ayants droit. Ils ne sont pas propriétaires, malgré la pratique d'aujourd'hui que certains gouvernements se sont dit, écoutez, on a tout fait, on incorpore ces fonds dans nos collections, notamment l'Autriche, les Pays-Bas, vous avez peut-être suivi. Il y avait une sorte de gestion en confiance, treuhänderisch, qui, à un moment, dans les années 90, 2000, a été changé, où les objets ont changé de droit de propriété. Mais moi, je ne suis pas juriste, c'est un terrain vague pour moi. Ce que je constate, c'est que cette obligation de retrouver les ayants droit, ça a été pas toujours appliqué dans le zèle le plus haut. Voilà. Oui, encore une dernière question peut-être pour finir. Je te passe le micro. Je te remercie. Oui,
dans la plupart des pays, comme vient de le dire Nathalie, aux Pays-Bas ou en Allemagne, les œuvres issues de la spoliation ou supposées comme telles ont été incorporées aux collections, mais ça ne les empêche pas d'être restituées quand une spoliation ou une vente forcée vient à être identifiée et que les ayants droit sont identifiés. De la même façon que chez nous, nos MNR sont en dépôt, parce que nous, on a la réglementation concernant les collections permanentes imposant l'inaliénabilité. Donc si on avait dû intégrer les MNR dans nos collections nationales, ben là, on serait très fortement embarrassé pour pouvoir les restituer, puisqu'il faudrait agir au cas par cas et qu'on bute tout le temps sur ce problème d'inaliénabilité, de la même façon que si une œuvre des collections nationales, soit dans les musées nationaux, soit dans les musées de région, si pour une œuvre venait à se découvrir une provenance douteuse et imposer une restitution, ben on est souvent très embarrassé. Il faut toujours essayer de jongler un peu, puisque la loi prescrivant l'inaliénabilité nous interdit en théorie de les restituer. Et bien souvent, et c'est le cas en ce moment, les familles sont obligées en pratique de faire un procès à l'État pour imposer une restitution, même si on partage si on est favorable au principe même de la restitution. Donc on a un peu, en ce moment, pour le moment encore, on est un peu confronté à ce problème-là concernant les collections permanentes pour ce qui nous concerne. Il n'y a pas d'inaliénabilité en Allemagne? Ben non. Non, on est l'un des rares pays à avoir ça. Donc ça a beaucoup d'avantages par ailleurs, mais là c'est évidemment une contrainte pour laquelle on n'a pas encore de parade réelle. Si, c'est l'équivalent du service dont a parlé, d'un des services dont a parlé Nathalie en pratique. En pratique. Quand elle parlait des objets déposés dans les ambassades, etc., c'est l'équivalent. Oui. Il y a un peu moins en nombre, mais il y en a plus que publiés. Parce que le service dont elle a parlé, en pratique, cumule la gestion de ce qui serait chez nous nos MNR et l'équivalent des objets gérés par le mobilier national. Donc, est-ce que la vidéo marche toujours? Oui, mais voilà, on va s'arrêter là parce que voilà, on a déjà dépassé le temps. Donc peut-être encore un dernier mot pour oui, conclure. juste pour vous dire, pour les ambassades d'Allemagne, c'est qu'il y a aussi un oubli des administrations. Donc soit il y a des objets qui sont restés sur place, qui ne sont jamais venus à Munich pour être enregistrés, parce que c'était des objets qui ont été envoyés pour la décoration dans les divers lieux. Et ensuite, dans les années 70, bon, on s'est dit, les lois de restitution, c'est fini. Il y avait changement de propriété, donc c'est-à-dire le service national a confié des objets au ministère par prêt, et ensuite la gestion était plus facile en disant bah, écoutez, cher ministère des Affaires étrangères, vous vous en occupez de A à Z, vous faites la restauration, etc. Vous le mettez dans la résidence de l'ambassadeur ou bien dans l'ambassade, on s'en fout, et puis c'est votre propriété. C'est votre propriété. Et donc, là, seulement après Washington, les questions viennent par les journalistes, par les parlementaires, en demandant « mais qu'est-ce que vous en faites ?» Donc, notamment, par exemple, pour le Gobelin, qu'avec Thierry Bajou, on a localisé en 3 jours en 2015, dans une pile de Gobelins qui n'était plus chic à mettre dans des ambassades. Ah ben, tout à coup, quand on a vu qu'il y avait encore des questions de provenance à relever et même à résoudre, le ministère des Affaires étrangères il a dit ben, écoutez, on va vous confier petit à petit, et notamment un premier lot de Gobelins, je crois qu'il y en avait une centaine, qui a changé à nouveau de propriétaire. C'est-à-dire, c'était dans la gestion du ministère et c'est revenu à la centrale pour 1 personne et demie à faire la recherche de provenance. Voilà. Merci beaucoup pour cette discussion. Merci beaucoup Nathalie et bonne soirée à tout le monde. Merci.